Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube en cette très chaude première journée d'été. Mais voilà, l'actualité politique est très chaude également avec le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël. Et de toute façon, il y a quelques jours, je vous ai déjà fait une première vidéo sur les risques socio-économiques que peut engendrer un conflit au Moyen-Orient. Parce que voilà, il peut avoir comme des retombées économiques très importantes sur l'Europe, qui peut avoir même des résultats désastreux, mais également, voilà, j'en vais parler dans cette vidéo des risques que nous fera encourir un conflit nucléaire limité au Moyen-Orient. Oui, parce que voilà, il ne faut vraiment pas se voiler la face, on parle ici de puissance nucléaire. Israël est une puissance nucléaire. C'est certain ils ont près de 200 têtes nucléaires, mais eux n'ont jamais signé d'accord, ils n'ont jamais dit qu'ils l'avaient, mais c'est absolument connu qu'ils en disposent. Et d'ailleurs, ils ont ce qu'on appelle la doctrine Samson, qui consisterait à mettre que s'ils devaient perdre ou s'effondrer, ils veulent mettre des bombes nucléaires partout. Renseignez-vous, c'est malheureusement la réalité. L'Iran n'a pas officiellement la bombe atomique. Rien ne dit qu'il ne l'aurait pas en secret, ça on n'en sait rien. Par contre, nous avons à l'heure actuelle le Pakistan qui est prêt à reprendre pour l'Iran, qui est une puissance nucléaire qui menace Israël de la bombe atomique. Nous avons également la Russie et la Chine qui prennent maintenant parti pour l'Iran et qui commencent à fournir des armes et à le ravitailler. Donc, soyons bien clairs, nous parlons ici d'un conflit potentiel au Moyen-Orient si ça s'étend entre puissances nucléaires. Donc, si ça part hors de contrôle, la bombe atomique peut exploser là-bas. Alors, on va pas parler des risques géostratégiques, sauf on va un tout petit peu les évoquer, parce que là aussi, ça demanderait une vidéo supplémentaire, et je préfère les faire courtes que de parler pendant des heures, parce que simplement, moi, déjà une vidéo même super intéressante qui durerait 50 minutes, même une demi-heure, je la regarderai très très difficilement. Donc, on va essayer de garder les choses concises. On ne va parler qu'en cas de conflit nucléaire au Moyen-Orient. Alors, il est clair qu'en cas d'attaque nucléaire, il y aura des millions de morts. Peut-être même des dizaines de millions de morts, tout dépend du nombre de têtes nucléaires qui seraient utilisées. Pourquoi? Parce que les personnes dans les zones d'impact vont être tuées, vont être littéralement vaporisées par la puissance de la bombe nucléaire. Les infrastructures vont être entièrement détruites. Et il y aura les retombées par après. Ça, c'était clairement étudié, puisque voilà, il y a déjà eu des attaques nucléaires dans l'histoire à Hiroshima et à Nagasaki. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les bombes nucléaires utilisées actuellement sont de l'ordre de 10 à 100 fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima. Donc ça ferait nettement plus de dégâts. Alors il y a déjà des modèles que j'ai vus sur Internet qui ont été faits en cas de guerre nucléaire limitée, parce que voilà, nous sommes passés encore il y a quelques semaines à deux doigts d'un autre conflit nucléaire qui était entre deux puissances nucléaires qui sont l'Inde et le Pakistan. Ces deux pays possèdent quelques centaines de têtes nucléaires chacun, et si le conflit s'était envenimé, on aurait pu avoir un échange de têtes nucléaires qui, bien sûr, aurait fait vu la densité de population là-bas, on aurait parlé de dizaines, voire de centaines de millions de personnes tuées par les bombes atomiques. Et qu'est-ce qui se passerait si on avait un échange de quelques dizaines de projectiles nucléaires dans la région? Vous allez me dire, nous, on est loin, il va rien arriver du tout. Grave erreur, très grave erreur. Pourquoi? Parce que ces explosions vont projeter des quantités énormes de poussière dans l'atmosphère, et ça va suffire à obscurcir le ciel durablement. C'est le même genre d'effet que peuvent faire une éruption volcanique. Alors, est-ce qu'on a déjà des exemples de ce genre d'effet? Oui, il y a plusieurs exemples dans l'histoire. Évidemment, ici, on ne va pas parler de bombes nucléaires ou de bombardements, même si je pense que l'hiver particulièrement glacial de 44-45 était probablement lié déjà aux effets des bombardements conventionnels de la Seconde Guerre mondiale. On va parler des conséquences d'éruptions volcaniques, parce que là, on va parler de choses tout à fait comparables. Il y a une année qu'on appelle la pire année de l'histoire, qui est l'année 536 après Jésus-Christ, qui a causé en fait un effondrement global des différents empires, de l'empire byzantin et quelque part aussi de l'empire perse-sassanide. Pourquoi? Parce que subitement il y a eu de la fumée dans le ciel s'est obscurci. Il paraîtrait qu'ici en Europe occidentale, en plein été, le soleil n'éclairait pas plus que la pleine lune pendant la nuit. Ça a duré pendant quelques années comme ça. Évidemment, quelles ont été les conséquences de ça? Toutes les cultures ont entièrement foiré.
Voilà, il n'y a pas eu assez de lumière, les cultures n'ont pas donné, ça a provoqué une énorme famine, et bien sûr, quand il y a la famine, il y a aussi des épidémies qui viennent. On s'est retrouvé avec des épidémies de peste, ce qui fait que l'Empire byzantin, qui était en passe en 536 après Jésus-Christ de reconquérir euh, tout l'Empire romain, ben, s'est effondré, et n'a plus jamais progressé. À quoi est-ce que c'était lié? Les experts pensent soit un volcan en Islande, mais plus probable un volcan au Guatemala. Vous avez un volcan de l'autre côté de la Terre qui a explosé et qui a provoqué, qui a obscurci le ciel. Et évidemment, ben, la végétation n'a pas poussé pendant ce temps-là, ou très peu. Les récoltes ont été maigres et ça a causé une famine qui a causé probablement des centaines de milliers de victimes. On n'a pas de chiffres de l'époque. Des événements similaires se sont également produits au début du 19e siècle avec l'explosion du volcan Tambora, où donc c'est en Indonésie, où en fait on a pu constater qu'en Europe il y a un refroidissement du climat à cause de la poussière qui est envoyée dans l'atmosphère par cette éruption volcanique, et après les guerres de Napoléon en 1816, 1817, 1818, il y a eu une grande famine partout en Europe occidentale liée à ça. Donc, alors, plus proche de nous, en 2010, il y a eu l'éruption d'un petit volcan islandais, ceux qui étaient déjà nés en 2010 ou qui étaient grands assez. Bon, moi, j'ai pas mal des élèves dans les personnes qui me suivent peuvent peut-être s'en rappeler. Cette année-là, ben, subitement, après l'éruption volcanique, il a fait froid ici en Europe, ce qui fait qu'en plein mois de mai, ben, on avait des températures de même pas 10 degrés, quoi. Et la végétation a eu un énorme retard dans sa pousse à cause de cette petite éruption volcanique, qui aussi suffit à bloquer le trafic aérien sur toute l'Europe. Donc, si on avait quelques dizaines peut-être des centaines de bombes nucléaires qui tombaient sur Israël, l'Iran, le Pakistan, il est certain qu'on aura un nuage tel de poussière radioactive dans l'atmosphère, qu'on va, ce nuage de poussière va bloquer le soleil, les températures globales vont fortement se refroidir, et voilà, donc on va avoir une famine à l'échelle mondiale. C'est clair que même ici en Europe, le climat va se refroidir, et les récoltes, ça ne va pas marcher à cause de ça. Donc les experts ont considéré que même dans le cas d'une guerre limitée, d'une guerre nucléaire régionale limitée, on pourrait atteindre quand même quelques milliards de morts liés à la famine. Donc imaginez, donc je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente que le fait que le pétrole va beaucoup moins arriver en Europe pour pouvoir avoir un effondrement économique, imaginez qu'en plus, qu'on va avoir une pénurie alimentaire et que les prix vont augmenter. Donc évidemment, même ici en Europe, on n'est pas à l'abri, on n'est pas du tout à l'abri d'une famine. Donc même une guerre limitée causerait des milliards de morts rien qu'à cause de l'obscurcissement du ciel. Bon, bien sûr, le problème qu'il y a, c'est que on parle quand même d'une implication de la Russie, qui est quand même déjà en guerre avec l'ensemble des pays de l'OTAN au travers du conflit en Ukraine. Donc là aussi, voilà, on pourrait se retrouver avec un conflit généralisé, évidemment, avec beaucoup plus de frappes nucléaires partout. Alors là, bon, évidemment, là, il faut aussi comprendre les effets directs des bombes atomiques ou comment y survivre. Alors là, évidemment, ça demanderait une autre vidéo, mais je vais mettre ici en commentaire de cette vidéo, je vais mettre les excellentes vidéos qui ont été réalisées par Julie de la chaîne Collapsoland, que je salue ici au passage. Moi, je trouve que ces vidéos sont tellement bien faites que même si je devais donner un cours sur l'énergie nucléaire à mes étudiants, voilà, je pense que sa vidéo serait tellement bien faite que je m'en servirais même. Donc, je vais la mettre en lien et je vous conseille d'aller jeter un œil sur sa chaîne. Vous allez beaucoup mieux comprendre ce qui risque de se passer, évidemment, en cas de bombardement nucléaire ici sur l'Europe. Donc, vous voyez ici ce conflit au Moyen-Orient a des répercussions géostratégiques énormes. Évidemment, en Europe, si on a évidemment, bon, sans parler de frappe nucléaire sur l'Europe, c'est encore un autre débat, mais on pourrait très bien arriver à une situation de rationnement, etc., où ce sera le gouvernement qui gérera éventuellement les distributions de nourriture avec des stocks, mais évidemment, ça peut mener à également une perte de liberté, comme ce qu'on a connu aussi à l'époque du Covid, puisqu'on serait dans une situation
d'urgence également. Donc vous voyez, donc il n'y a rien de très très réjouissant avec ce qui peut se passer. Maintenant, je vais quand même me permettre une petite remarque, parce que voilà, moi j'ai 56 ans, j'ai passé ma jeunesse dans les années 70, 80, évidemment 70 pour nos amis français, et évidemment à l'époque on va arrêter ici parce qu'il y a un avion qui passe. Voilà, l'avion est passé, ça fait partie des risques d'habiter sur pas loin des pistes d'aération, des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Liège-Bierzet, ici à côté de chez moi. Heureusement, ce n'était pas bombardé nucléaire, parce que vous voyez, visiblement, nous sommes toujours là. Donc, reparlons donc de ce que j'ai vécu dans les années 70-80. Ben, évidemment, moi, je suis un enfant de la guerre froide. On vivait une époque où on avait quand même peur de risques nucléaires, et il y avait quand même énormément de manifestations partout pour que, justement, pour mettre fin à cette course aux armements et pour que on soit le moins impliqué dedans. Savoir que ici en Belgique, nous avons comme des bases de l'OTAN où il y a des armes nucléaires américaines qui sont stockées. Et il y avait des gens qui protestaient justement contre tout ça, contre cette course aux armements. Et nous voyons même beaucoup de films justement d'anticipation qui parlaient des risques d'une guerre nucléaire pour la civilisation. Ça, c'était dans les années 80. Évidemment, en 89, on a eu la chute du mur de Berlin et on a espéré que tout ça soit derrière nous. Non, franchement, force est de constater que c'est quasiment tous les X mois, c'est quasiment une crise comparable à celle des missiles soviétiques à Cuba. On n'a jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire que nous le sommes maintenant. Et bizarrement, les gens ne réagissent pas. Ça passe crème. Je ne vois pas des manifestations pour la paix et pour le désarmement dans les rues. De plus, franchement, quelque chose qui me sidère, c'est que même quand je parle de l'énergie nucléaire dans mon cours, quand je parle des attaques d'Hiroshima et de Nagasaki à mes élèves, ben, la plupart des élèves ne savent même pas que ça a existé. Donc il y a une énorme perte de conscience, et voilà une des raisons que je fais cette vidéo. Ben, c'est que par rapport à cette vidéo, c'est justement que il faut vraiment prendre conscience de ces risques-là, et la moindre des choses à faire, c'est quand même de demander des comptes à nos gouvernants. Il faut absolument, évidemment, mettre fin à tout cet engrenage, toute cette militarisation, etc., qui ne va mener qu'au chaos, puisque là, maintenant, on a quand même des puissances nucléaires qui sont confrontées les unes avec les autres. Force est de constater que le fait de la possession de ces armes-là, ça ne limite malheureusement pas les conflits. Et je crois qu'il faut absolument conscientiser le public. Il faut absolument essayer de demander des comptes à nos politiciens comme ça, comme les anciens faisaient dans les années 70-80. Parce que, et en plus, franchement, je l'avoue, je n'ai pas l'impression que les politiciens de maintenant soient beaucoup plus raisonnables, ou plus évolués que ceux d'avant. C'est même plutôt le contraire d'ailleurs. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais voilà, on ne va pas faire plus longtemps, parce que vous savez que j'aime bien que je parle beaucoup. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire sur la chaîne. Aussi, voilà, ce serait bien de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que j'ai remarqué que 95% des gens 95% des gens qui suivent ma chaîne ne sont pas abonnés. Donc ce serait une très bonne chose de vous abonner si vous supportez évidemment mon accent de la province de Liège en Belgique, à couper au couteau. Donc allez-y, abonnez-vous. Et sur ce, voilà, profitez quand même de la vie. Il fait très beau aujourd'hui. Passez une très très bonne journée. Sortez de chez vous, allez profitez de la nature pendant le beau temps. Ça ne dure jamais longtemps ici en Belgique. Et je vous souhaite une très bonne après-midi à vous. Au revoir.